Chers passionnés de pédagogie, bonjour. Quand j'étais au collège, j'ai choisi de prendre comme deuxième langue vivante l'espagnol. Et donc, pendant une bonne partie de ma scolarité au collège, j'ai eu une enseignante, une jeune femme, qui devait avoir, je pense, aux alentours de 22 ans, qui était très jolie, et qui avait l'habitude de porter des leggings de l'époque. J'ai environ 30 ans maintenant, donc c'est pas les leggings de maintenant, et encore heureux. C'était les leggings de la marque Pussy, P-U-2-S-Y, qui faisait fureur à l'époque. C'était l'époque, on va dire, Avril Lavigne, Slipknot, Sum 41, etc., etc. Et donc, en conséquence de quoi, j'ai commencé mes premières leçons d'espagnol avec une professeure qui avait à peine quelques années de plus que moi, pas tant que ça, quand vous faites je sais pas, à l'époque, je devais avoir 14 ans, 13 ans, donc vous savez quel bouillon d'hormones on est à l'époque, vous savez la curiosité, l'appétit sexuel qu'on peut avoir, et vous vous retrouvez avec une jeune femme qui a à peine 10 ans de plus que vous et encore, et qui écrit au tableau en portant un pantalon Pussy. Et inévitablement, j'ai été très rapidement très intéressé par passer l'essentiel de mes cours d'espagnol à regarder ses petites fesses. Et inévitablement, en regardant son joli corps, j'avais une érection et j'ai passé la plupart de des années que j'ai eues avec cette professeure, cette jeune femme, qui a priori avait le niveau, les compétences, peut-être qu'on pourrait lui discuter avec elle de ses choix vestimentaires, mais en tout cas, j'ai passé des années entières en érection, absolument pas concentré. Je vous signale je vous rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, que avoir une érection, c'est très agréable. J'étais partagé entre le plaisir et l'angoisse qu'on me demande d'aller au tableau ou de me lever, parce que se lever avec un braquemar, c'est pas très pratique. Je me serais bien passé des moqueries. Donc vous imaginez l'impact que ça a eu sur ma concentration. J'étais absolument pas concentré et j'ai passé de nombreuses heures à m'imaginer des fantasmes sexuels avec mon enseignante. Et le problème, c'est que à l'époque et même maintenant, vu comment est construit le programme et réparti le programme sur les années collège puis lycée en langue vivante, si vous loupez des choses importantes d'une année, vous tirez une balle dans le pied pour les années après, les années qui vont suivre. Si vous ne travaillez pas la conjugaison des verbes en temps et en heure, un an plus tard, la professeure ne va pas reprendre la conjugaison en espagnol. Et encore moins 2 ans plus tard, et encore moins 3 ans plus tard. Je me suis aperçu bien plus tard dans mon cursus scolaire, au niveau universitaire, que en fait j'étais assez doué et surtout que j'aimais beaucoup le castillan. Donc j'ai eu à peine 10 sur 20 au baccalauréat S, option SVT, et je me suis rendu compte que mon niveau était bien plus élevé que ça. J'ai continué après le bac, j'ai fait des études longues, donc pendant 3 ou 4 ans j'ai pas fait du tout d'espagnol, et subitement j'en ai eu besoin, donc j'ai réactivé, je me suis intéressé, j'ai commencé à travailler moi tout seul de mon côté, et je me suis aperçu que j'avais un bon niveau, que j'ai appris très très rapidement, jusqu'à arriver en environ 1 mois, 2 mois, à un niveau d'élocution, de diction, de vocabulaire, de conjugaison professionnelle. C'est-à-dire que je discutais en entreprise, dans un laboratoire de recherche, avec des Castillans natifs. Je suis allé de manière un peu brutale, j'ai quitté la France pour aller faire mon stage de 6 mois en Espagne, et a fortiori en Catalogne, où on parle plutôt le catalan que le castillan, mais je travaillais dans un institut de recherche où il y avait beaucoup de personnes qui s'exprimaient de préférence en castillan. Et rapidement en Espagne, je me suis débrouillé. Alors j'avais quand même acquis des bases. Au baccalauréat, j'avais eu à peine 10. Pourtant, j'avais une grosse appétence, mais c'est vrai que les exercices, la manière de travailler l'espagnol, c'était pas folichon. S'enfermer entre 4 murs de béton pour voir les choses de manière très très classique et apprise par cœur, ça n'a pas grand chose en commun avec découvrir la langue quand vous êtes dans le pays, parler avec les gens. Et très rapidement, moi j'ai atteint un niveau j'étais capable de m'exprimer en castillan à un niveau professionnel, puisque je travaillais avec des chercheurs et je leur parlais en castillan. Et assez rapidement, du coup, j'ai débloqué aussi le catalan. Certains diront que le catalan c'est un mélange entre le castillan et le français. C'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus subtil que ça. N'empêche que quand vous êtes français et que vous comprenez un peu le castillan, il est normal que normalement vous devriez vous régaler assez rapidement avec le catalan. Ceci dit, évidemment, j'ai ma part de responsabilité dans cette histoire. Je ne suis pas en train de rejeter l'entièreté de la faute sur cette personne. Je pense qu'elle a une part de responsabilité dans l'histoire. Et je ne suis pas là pour juger, je suis là pour amener des éléments de réflexion constructifs, concrets, pratiques pour ceux qui se posent des questions, qui cherchent des solutions à des problèmes d'ordre pédagogique.
Voilà donc pourquoi je pense que les écoles séparées, les écoles non mixtes, pour ce point-là, c'est pas complètement inintéressant. Et puis, le port d'un uniforme, encadrer un peu plus sévèrement les tenues vestimentaires des enseignants, c'est pas inintéressant. Quitte à dépenser des sommes assez folles, mais importantes, cruciales pour instruire les enfants, il s'agirait peut-être de surveiller un petit peu ce genre de détail qui peut parasiter. Alors j'ai ma part de responsabilité, mais enfin quand même, si vous êtes un adulte, que vous mettez une jolie jeune femme enseigner à des adolescents, vous ne pouvez pas faire comme si vous ne savez pas ce qui risque de se passer. À moins d'être particulièrement malhonnête, en tout cas, il me semble. Dites-moi si ce que je vous dis vous semble cohérent, dites-le moi dans les commentaires. Faites-moi part de vos remarques. Bien sûr, ce n'est pas un point exhaustif, on ne peut pas en déduire grand-chose, mais je pense que c'est un paramètre à prendre en compte. Au travers de cet exemple, je voudrais rassurer certains parents et certains enseignants sur la question du pourquoi leur enfant ou leur élève est en échec scolaire, si tant est que ce terme veuille dire quelque chose. Il peut y avoir des explications bien simples, bien terre à terre, sans tout de suite crier à l'incapacité cognitive, à la dyslexie, aller chercher, farfouiller des solutions alambiquées. Alors, si dans votre famille ou dans votre entourage, vous avez connaissance d'un parent qui est inquiet pour son enfant ou d'un enseignant qui a comme responsabilité d'améliorer la situation scolaire d'un élève, je vous demanderai s'il vous plaît de bien vouloir lui envoyer cette vidéo dans une démarche constructive de recherche de solutions. Si vous appréciez ma démarche et que vous comprenez ma motivation, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Vous pouvez me soutenir en laissant un pouce bleu ou un commentaire de soutien. Je lis et je réponds à tous les commentaires constructifs. Et pour celles et ceux qui ne sont pas des grands fans de YouTube, sachez que vous pouvez choisir de recevoir toutes mes prochaines vidéos sur la thématique du soutien scolaire de la pédagogie par mail gratuitement. Tout ça est encadré par la réglementation générale sur la protection des données. Je ne peux pas faire n'importe quoi. Il y a des lois à respecter assez strictes quand on propose ce genre de service. Je vous mets le formulaire d'inscription gratuit dans la description sous la vidéo si vous préférez recevoir mes vidéos par mail.